Voilà, donc je suis très heureuse d'accueillir Cédric Van Stevendel, qui nous arrive de la région lyonnaise, qui donc travaille dans toutes ces questions du logement actuellement depuis quelques années comme directeur général d'un gros office HLM, ça on peut dire ça, qui s'appelle Est Métropole Habitat, autour de Villeurbanne et de la région, après avoir pendant plusieurs années été dans le conseil, et donc qui suit particulièrement toutes ces questions du logement social et du développement urbain, qui va nous apporter un regard plus général. Et je suis d'autant plus heureuse d'accueillir Cédric que nous avons eu la chance de travailler ensemble il y a plusieurs années à l'équipe nationale des Scouts de France. Cédric était à l'époque, ça s'appelait commissaire national plein vent, toute la proposition du scoutisme en quartier populaire. Il m'a recruté dans son équipe et ensuite je lui ai succédé. Donc voilà, c'est aussi des retrouvailles. Et après cette expérience dans le scoutisme au service des jeunes des quartiers populaires, Cédric a bifurqué dans toutes ces questions de logement social, voilà, dans le conseil, puis maintenant dans cette... et il s'intéresse en particulier aussi aux questions du logement des jeunes. Donc je lui laisse tout de suite la parole et il nous a préparé un petit PowerPoint que je vais mettre en lumière. Cédric, à toi la parole et merci beaucoup d'être venu. Oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, tu l'évoqueras peut-être, c'est que tu as aussi fait tout un travail avec le diocèse de Lyon, justement, sur la question de l'immobilier, de la reconversion de l'immobilier. Donc, tu as aussi ce regard sur les problématiques dans l'Église. Ça marche ? Ouais. Tout ça, et avec un titre très jésuite à la Nathalie Bécard, état des lieux problématiques. Elle m'avait dit, tu viens juste parler un peu de logement. Voilà, vous m'entendez bien, c'est bon ? Voilà, donc j'avais prévu effectivement d'introduire en disant un petit peu d'où je parle, parce que c'est toujours important de contextualiser un propos qu'on prend. Nathalie l'a fait parfaitement, donc je ne vais pas trop y revenir. Peut-être juste partager avec vous, ça fait longtemps que je n'avais pas commencé une journée de travail avec une prière collective. On a fait ça pendant quelques années. On peut dire que ça me manquait un peu, en tout cas c'est pas désagréable. Voilà, donc effectivement... Nathalie m'a demandé d'intervenir sur la question du logement des jeunes, sachant que je ne vais pas trop vous raconter ce que je fais particulièrement au niveau d'Est Métropole Habitat, d'abord parce que ça a un intérêt finalement limité, et puis cet après-midi, je crois qu'il y a des ateliers auxquels je participe, où on est plutôt sur des temps d'échange, donc je réserverai certainement plutôt cette partie de ce qu'on peut apporter ou échanger ensemble à cet après-midi. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un panel assez rapide qui permette de... Je ne sais pas si on arrivera à caractériser, mais en tout cas à donner quelques éclairages sur la situation du logement des jeunes en France. Alors, si... oui, du coup, c'est là, ouais, je vais gérer ça comme ça, très bien. Bon, le premier élément, c'est que, et vous ne faites pas cette erreur, c'est que c'est quand même assez difficile de définir précisément cette catégorie des jeunes. Et d'ailleurs, le titre de votre journée prend la précaution de préciser jeunes professionnels et étudiants pour arriver à cerner un peu précisément quel est l'objet de travail sur lequel vous voulez vous positionner. Mais on a quand même vite tendance à parler des jeunes d'une manière générale, avec la petite difficulté qu'ils représentent aujourd'hui 10 millions de personnes. Et si on se base sur des bornes, moi, que je considère arbitrairement définies, bien entendu, pour le quadrat que je suis toujours assez vexé de considérer que je ne suis plus dans cette catégorie, mais donc ça représente quand même une population très, très hétérogène. Très hétérogène au regard de l'extrêmement grande variété des typologies que cette tranche d'âge recouvre. Que ce soit au regard des typologies de ménage, isolés, couple, famille avec enfants. Alors, on parle tous du syndrome Tanguy, etc. La décohabitation est plus longue, ce qui est faux, hein, on va y revenir tout à l'heure. On a une extrêmement grande différence de décohabitation, par exemple, pour les ménages qui sont en couple dans cette tranche d'âge-là. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui 30% en 1982 à décohabiter, quand ils ne sont plus que 16% en 2006. Mais là, on parle uniquement des couples. C'est-à-dire que les couples s'installent plus tard. Mais on a toute une tranche de la population, on y reviendra, qui décohabite très tôt, encore à 20, 21 ans, et qui a besoin d'un logement rapidement. Bien sûr, aussi une grande hétérogénéité au regard des situations socio-économiques. On y reviendra également, mais
La population jeune aujourd'hui, pour une partie d'entre elles, est extrêmement touchée par la précarisation. Et donc on a des gaps, si vous voulez, de situation économique qui sont considérables entre différentes parties de cette tranche de la jeunesse. Et puis enfin, c'est une évidence, mais ça va mieux en le disant, la plus grande différence aujourd'hui, c'est la place de la famille et du soutien familial dans la capacité de cette tranche d'âge à s'insérer plus ou moins rapidement. Voilà, mais premier élément, c'est compliqué de parler des jeunes d'une manière générale. Donc il va falloir à chaque fois qu'on le fasse, et vous le faites également, cibler de qui on parle, parce que sinon on va enfiler des colliers de perles toute la matinée, en tout cas moi. Donc je ferai attention à cet aspect-là. Bon, pour autant, une fois qu'on a dit que cette catégorie elle était extrêmement hétérogène dans sa composition, dans ses accès aux revenus, au soutien, on a quand même quelques spécificités communes qui se dégagent, notamment celle de la mobilité. Par mobilité, on entend physique, mais aussi sociale, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une tranche d'âge qui connaît des changements de situation socio-économique assez forts, encore, c'est encore un moment où ça bouge beaucoup, mais qui en plus bouge énormément. Je vous donne 2 chiffres. 32% des moins de 30 ans déménagent chaque année. D'accord ? En termes de mobilité, si on prend un taux de mobilité pour les jeunes, donc je suis toujours sur 18-29 ans, j'ai écarté les 16 parce que je considère que du coup, ça nuit quand même à la compréhension du propos, et donc j'ai pris des statistiques qui touchent les 18-29 ans sur la quasi-totalité des documents que je vous présente. Donc je disais, 32% des ménages chaque année, et on a un taux de mobilité pour cette tranche d'âge de 28% quand il est pour le reste de la population de 7%. Voilà, donc c'est une population qui bouge beaucoup, ça ne vous surprend pas, mais ça permet juste d'éclairer et de positionner l'ampleur des mouvements. Le deuxième élément, c'est quand même, hormis pour ceux qui ont un soutien familial assez important, une précarité des ressources, en tout cas un caractère très aléatoire dans l'accès à ces ressources, beaucoup d'isolés, et puis, bien sûr, un besoin de souplesse, de rapidité et de réactivité. On y viendra tout à l'heure. C'est notamment pour ça, aujourd'hui, que le logement social auquel j'appartiens répond mal à la question du logement des jeunes. On pourra y revenir quelques instants. Alors, pourquoi parler du logement des jeunes ? Moi, je vais le faire de mon point de vue, bien sûr, puisque l'idée, ce n'est pas de se couler complètement dans la préoccupation que vous pouvez avoir, mais de partager avec vous pourquoi un organisme de logement social se préoccupe de la question des jeunes. Et alors, on a de la chance, il y a beaucoup de littérature très récente, notamment, je les ai mis à la fin du document, vous les retrouverez, hein. Il y a un rapport du Conseil économique, social et environnemental qui date de 2013 sur la question du logement des jeunes, que je vous invite vraiment à parcourir pour ceux dont c'est l'activité quotidienne, qui est extrêmement détaillée. Et puis, je me suis inspiré d'une publication aussi récente de la Fondation Abbé Pierre, qui ont fait un certain nombre d'illustrations sur la question des difficultés rencontrées par les jeunes en matière de logement. Et enfin, comme ça on a un peu toute la palette, Guy Hockey, donc là on change complètement de bord, hein, Fondation Abbé Pierre, Guy Hockey, qui vient de faire un sondage assez intéressant, avril 2014, plus récent j'ai pas, sur la question du logement des jeunes avec le CSA, qui est assez intéressant pour donner quelques grands arbitrages. Voilà un petit peu les éléments que je mobiliserai au cours de l'intervention, comme ça je les recite pas tout de suite. Donc pourquoi parler du logement des jeunes ? J'ai mis en petite accroche, ne dit plus les pauvres vieux, mais voilà, parce qu'on a tous tendance, en tout cas dans l'inconscient collectif, à s'apitoyer sur la pauvreté de la vieillesse. Or, aujourd'hui, on est dans un phénomène démographique complètement inverse. C'est-à-dire que la population qui s'appauvrit, c'est la population jeune. La population vieille s'enrichit. Alors bien sûr, vous avez tous des exemples de personnes vieillissantes qui s'appauvrissent. Elles sont en grande partie logées dans le parc social, mais elles ne sont pas du tout la majorité de cette tranche d'âge. Pour ça, je vous renvoie aux travaux de démographes qui montrent ça assez clairement. Pour l'instant, en tout cas, donc, la difficulté, c'est sur la tranche d'âge des jeunes qui sont confrontés à une précarisation extrêmement grandissante. Je vous ai mis un chiffre pour la question des jeunes pauvres, ça représente 21% de leur classe d'âge. Quand vous prenez les chiffres classiques, c'est 12. Donc on a 2 fois plus de jeunes pauvres que de personnes pauvres sur l'ensemble de la population.
La Fondation Abbé Pierre a mis quelques iconographies pour illustrer ça, sur l'augmentation de la pauvreté des jeunes entre 2004 et 2010. Je vous laisse prendre connaissance des chiffres. Sur l'augmentation des personnes accueillies dans l'urgence et dans l'hébergement, et sur la sollicitation du 115. Une des principales difficultés sur les jeunes en grande précarité, c'est notamment tous les jeunes qui sortent du système d'aide sociale à l'enfance. Puisque la prise en charge s'arrête à 18 ans pile, que la plupart des conseils généraux sont confrontés à des difficultés économiques et donc sont amenés à arrêter immédiatement les prestations. Et pareil, juste un chiffre, 35% des jeunes qui sont à la rue aujourd'hui et identifiés comme étant à la rue sont passés à un moment de leur vie par le système de l'aide sociale à l'enfance. Donc on a vraiment là-dessus, alors c'est une catégorie spécifique, etc., mais vraiment une catégorie sur laquelle on a un enjeu assez important, puisque c'est cet arrêt du soutien du Conseil général à 18 ans, qui est un peu immédiat, et à 18 ans, vous le savez tous, on n'est pas forcément complètement inséré dans la vie active et dans la vie professionnelle. Donc, la préoccupation des bailleurs sociaux, c'est la précarisation de cette partie de la population jeune qui est confrontée à une précarisation et donc à une vraie difficulté d'accès au logement. Et on le verra tout à l'heure également avec un phénomène extrêmement lié entre accès au logement, accès à l'emploi ou réciproquement. Alors, si on essaye de fixer un peu les choses, j'essaye de ne pas vous abreuver de chiffres, mais pour chaque idée, d'avoir une image pour fixer un peu les éléments. Aujourd'hui, comment les jeunes se logent? Ça, c'est le sondage dont je vous parlais, CSA, donc 825 personnes, 18-29 ans. Donc aujourd'hui, on indique 39% de locataires pour les deux plus gros et 36% logés chez leurs parents. Alors, les gens ne sont pas d'accord sur les chiffres, puisque dans le rapport du Conseil économique et social et environnemental, la ministre du Logement de l'époque, quand elle est auditionnée, donc c'était juste l'année dernière, elle annonce 47%. Bon, moi, écoutez, je vous laisse faire, quoi. Entre 40 et 50% des jeunes vivent chez leurs parents. Voilà. Ça renvoie notamment à quelque chose d'assez difficile à analyser, c'est les doubles résidentialisations, c'est-à-dire des gens qui sont domiciliés pour le temps d'un stage de leurs études ailleurs, puis ensuite rentrent à la maison, etc. Et puis des allers-retours très, très rapides entre les statuts, locataires chez mes parents parce que j'y arrive plus, qui peuvent certainement expliquer cette différence. Mais actons quand même que la majorité des 18-30 ans sont logés chez leurs parents, entre 36 et 47%. Alors, il y a une petite erreur dans le document là, que j'ai transmis à Nathalie hier, mais donc, ce que je disais, c'est que depuis 30 ans, quoi qu'on en dise, l'âge de décohabitation moyen, il n'a pas changé. C'est-à-dire que le phénomène Tanguy, il existe, mais pour une partie de la population, mais globalement, on continue à quitter le domicile parental à 22 ans en moyenne. Un peu plus tôt pour les hommes, un peu plus tard pour les femmes. Et ce qui fait qu'on garde cette même moyenne, c'est que la courbe, elle s'est inversée entre les étudiants et les jeunes travailleurs. C'est-à-dire que les étudiants partent plus tôt parce qu'ils sont dans un environnement, on va dire, financier qui facilite cette mobilité, et les jeunes travailleurs partent moins plus tard parce qu'ils continuent à travailler, mais en restant chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder à un logement autonome. Donc, on a bien sûr continuité de l'âge de décohabitation depuis 30 ans, mais par contre, des évolutions quand même significatives cachées derrière cette pseudo-stabilité. Voilà pour où ils vivent. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui cette difficulté d'accès au logement? On en a tous, bien sûr, une petite idée. Peut-être quelques éléments à partager. Par exemple, entre 1980 et 2007, la population étudiante a juste doublé. Entre-temps, je vous le confirme, les logements étudiants du Crous n'ont pas doublé, les logements sociaux étudiants n'ont pas doublé, leur accès aux jeunes a diminué plutôt dans le sens inverse. On y reviendra, non, on peut y revenir tout de suite. En 1988, les logements sociaux logeaient 30% de ménages dont le titulaire du bail avait entre 18 et 30 ans. En 2006, on n'en loge plus que 19%. Alors que le privé loge 53% des jeunes. Voilà. Donc aujourd'hui, on a là-dessus une vraie difficulté sur l'offre adaptée. On pourrait y revenir dans les éléments de conclusion, en tout cas de proposition. Le deuxième élément, pareil, ça ne vous a pas échappé, mais ça va mieux quand même quand on donne des chiffres.
40% d'augmentation du prix des loyers en 10 ans, entre 1998 et 2008. Voilà, enfin, c'est pas non plus complètement anodin sur le taux d'effort qui est demandé aux ménages. Et puis le troisième élément d'explication sur cette difficulté d'accès, c'est notamment, je parle cette fois-ci pour ma paroisse, c'est l'occasion de le dire, on a aujourd'hui un système logement social qui est absolument inadapté à la question du logement des jeunes. Je parle du logement social de droit commun, celui où, vous savez, il faut faire un dossier, attendre entre 6 mois dans les villes les moins tendues, 8 ans dans celles qui sont le plus tendues. Quand vous êtes étudiant, jeune apprenti, que vous voulez un truc dans les 15 jours, parce que vous êtes venu avec papa et maman, ou papa et maman, peu importe, pour trouver un logement, autant dire que vous n'allez pas voir le logement social. Voilà, donc ça, c'est une vraie difficulté. Qu'est-ce qui fait, enfin, ça permet de balayer deux éléments qui peuvent expliquer en partie la crise du logement actuel, pas seulement celle de la question des jeunes, mais d'une manière plus générale, qu'aujourd'hui on est face à ce déficit d'offres. On a deux éléments. D'abord, on va prendre les 20 dernières années, entre 1984 et 2006, on a plus 30% de logements. C'est-à-dire qu'on passe en France de 24,5 millions de logements à 31,3 millions de logements. Donc on peut se dire, on ne comprend pas, quoi. Enfin, on a produit comme il fallait, beaucoup. Voilà. Donc l'effort de production a été important sur les 20 dernières années, plus 30%, c'est beaucoup. On a juste un petit problème, deux en fait. C'est que le nombre de personnes moyennes dans les ménages a significativement diminué. On est passé en moyenne de 2,9 personnes par ménage à 2,3 personnes par ménage. Or, l'INSEE, quand elle fait ses stats qui permettent au gouvernement de définir la production de logements nécessaires pour répondre aux besoins de la population, pendant 10 ans, elle s'est trompée sur cette identification du resserrement du nombre de personnes par ménage. Alors comme ça semble anecdotique, 2,9 à 2,3, mais je vous laisse faire des multiplications quand vous mettez des millions derrière. Vous allez voir, ça va assez vite sur le fait que ces 30% ne suffisent absolument pas à couvrir les nouveaux besoins de la population logée. Ce nombre de personnes par ménage, il diminue de par un certain nombre de recompositions familiales, de par l'augmentation du besoin de logement des isolés, étudiants, jeunes professionnels, etc. Et donc c'est ce qui fait qu'on a besoin de beaucoup plus d'unités de logement qu'on en a produit jusqu'à présent. C'est clair, je vois quelques regards un peu perdus. Non, c'est bon. Voilà. Donc on a produit beaucoup de logements, mais dans une composition qui n'est pas toujours la bonne. Et deuxièmement, on a beaucoup plus de monde à loger. Je vais prendre un exemple sans idéologie aucune, mais la question des séparations, c'est basique, quoi. Mais c'est juste, avant, vous avez un ménage, il a 1 ou 2 enfants. Demain, vous avez 2 ménages, ils ont besoin de 2 appartements. Hein. C'est la même cellule familiale. Voilà. Donc ça, c'est en partie ce qui fait qu'on passe de 2,9 à 2,3 personnes logées en moyenne dans un logement. D'accord ? Voilà, ça, plus plein d'autres choses, mais on ne va pas rentrer trop finement dans ce débat-là. Voilà, donc on a ce phénomène de société, et en plus, il a été sous-estimé par les prévisions de l'INSEE, et donc il a été sous-estimé dans les plans de développement du logement dans notre pays. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, j'en détaillerai pas d'autres, mais c'est deux qui permettent quand même d'expliquer assez fortement ce qui se passe. On est tous focalisés sur la production du logement neuf, hein, disant il faut produire des nouveaux logements, etc. C'est pas la question. Alors bien sûr, c'est la question. Bien sûr, pendant 10 ans, il faut produire 500 000 logements par an pour qu'on arrive à retrouver le bon nombre de logements nécessaires. Tous les démographes, tous les experts du logement sont à peu près d'accord sur 10 ans, 500 000. Hein. Enfin, voilà, le chiffre qui est sorti par le gouvernement sous Duflot n'est pas sorti comme ça du chapeau. Fondation Abbé Pierre, ils sont d'accord. Le Drian, qui est un professeur un peu spécialiste sur cette question aussi. Enfin, tous les experts sont à peu près OK sur les 500 000. Bon, donc il faut le faire. Mais je vais vous donner un chiffre pour qu'on se comprenne bien. Il y a aujourd'hui 4 500 000 logements sociaux. On a un taux de rotation de 10%. Donc on attribue chaque année 450 000 logements. D'accord ? En 2007, la production de logements sociaux neufs, c'est 40 000 logements. Entre
2007 et 2012, on a perdu en moyenne 2 points de rotation. 4 500 000, 10% c'est 450 000, 2 points de rotation c'est 90 000 logements. D'accord ? Donc notre problème, c'est que les gens ne bougent pas dans le parc de logement et qu'on a sur les grandes villes complètement un embouteillage sur la question du logement, et donc c'est en partie ce qui produit une crise de l'offre. Donc bien sûr, il faut construire des logements, mais on a un enjeu considérable à côté de la construction des logements à faire en sorte que ça bouge dans le parc immobilier, parce que si ça ne bouge pas, on n'arrivera pas à trouver les solutions adaptées aux ménages qui demandent des logements. Donc il faut absolument qu'on retrouve de la mobilité résidentielle et que chacun trouve une solution adaptée à son besoin de logement. Si vous faites un raccourci un peu trop rapide de ce que je dis, vous pourriez dire donc il faut construire beaucoup de petits logements parce que c'est là où on a un problème. C'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, vous avez 25% des ménages dans le parc social qui sont en situation de suroccupation, donc qui sont dans des logements trop petits pour leur composition familiale. Donc tout ça est extrêmement compliqué, donc 2 éléments, la production bien sûr, mais aussi la mobilité si on veut à un moment faire en sorte que cette crise de l'offre se résorbe progressivement. Voilà pour la question de l'accès au logement. J'essaie de ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. Du coup, on a une vraie difficulté pour les jeunes. Cette fois-ci, je reviens sur la catégorie des jeunes. C'est-à-dire que cette question du logement prend une part de plus en plus importante, pour ne pas dire considérable, voire intenable, dans les budgets mensuels. Vous avez près de 70%, enfin un peu plus, 80% des ménages qui dépensent entre 25 et 50% de leurs ressources mensuelles pour se loger. Quand Raymond Barre, en 1977, met en place l'APL, donc c'était un principe de solvabilisation des ménages par une aide au loyer, le taux d'effort raisonnable, en tout cas maximum identifié, donc ce qui permettait de calculer de combien devait être l'APL par rapport à votre loyer, on était sur quelque chose autour de 17%. Voilà. En 1977, quand on calcule le premier barème de l'APL. Voilà. Donc, ça conduit quand même à un certain nombre de difficultés pour les ménages. Et là, je vous ai mis deux tableaux. La part des dépenses de logement, pour faire voir comment les jeunes aujourd'hui sont vraiment frappés de plein fouet par cette difficulté du logement. Donc, quand je disais que les personnes âgées s'enrichissaient, voilà, ce petit diagramme-là, il vous dit tout. Alors après, bien sûr, les jeunes aujourd'hui ont des ressources extrêmement faibles. Donc quand vous mettez en gros 900 € de ressources et puis qu'en face vous mettez une chambre à 370, forcément, ça fait des effets de masse extrêmement importants. Mais bon, pour autant, pour les moins de 25 ans, la question du logement, c'est 22% du poste de dépense pour un ménage de moins de 25 ans, quand pour les plus de 60 ans, c'est 4,6%, parce que là-dedans, vous avez toute une partie de la population qui a acheté, fini de payer les emprunts, et voilà, donc c'est pas du tout un propos qui vise à opposer les choses, simplement, ça permet de voir dans quelles difficultés une partie de la population évolue. Et puis après, j'en ai mis un autre que je trouvais vraiment bien de la Fondation Abbé Pierre, c'est les différences entre les jeunes qui vivent chez leurs parents et ceux qui sont autonomes. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, oui, c'est à peu près voilà, sur la part du budget loyer, sur la part du budget alimentation, et pour ceux qui sont seuls, c'est compensé par des questions de transport pour ceux qui vivent chez leurs parents. Donc tout n'est pas non plus idyllique, c'est-à-dire il n'y a pas d'un côté les pauvres qui sont autonomes et puis ceux qui sont obligés de rester chez leurs parents, mais il y a quand même des différences très significatives. Et ce qu'on voit, si vous me permettez, c'est quand même au bénéfice de ceux qui vivent chez leurs parents, un budget confort largement plus développé. Et quand je dis confort, l'accès à la culture, on peut quand même en parler un petit peu. Mais voilà, en tout cas, ça crée des disparités assez importantes entre les ménages. Voilà. Et la Fondation Abbé Pierre parle du phénomène Tanguy, mais plutôt comme un phénomène anxiogène, d'inquiétude, qui fait qu'on a peur de partir plutôt qu'on est content de rester, quoi. Enfin, voilà, peut-être que c'est intéressant qu'on se le redise. Voilà. Donc après, il y a des effets collatéraux. Ça, c'est Guy Hockey qui redonne ces éléments-là. Du coup, ils sont
39% à avoir des fins de mois difficiles. Voilà. Bon, comme beaucoup de Français aujourd'hui, hein, mais plus particulièrement quand même pour la tranche, on va dire 18-24, à partir de 25, ça va un petit peu mieux sur ces questions de fin de mois. Voilà. Et quand ils accèdent à un logement, eh ben, ce n'est pas forcément les logements les mieux de notre pays, puisque vous avez un comparatif entre les 18-29 qui ne vivent pas chez leurs parents et l'ensemble de la population. Et donc, à chaque fois, on a à peu près 5 à 10 points d'écart. Hein. Logement trop petit pour les 18-28, 29%, alors que c'est 16% pour la population. Difficulté à chauffer, c'est un peu moins, il n'y a que 5 points. Découvert bancaire, 21% des jeunes pour 13% de la population. Voilà. Donc, ça conduit ce caractère indispensable d'accéder à un logement autonome à faire en sorte qu'on a une population jeune qui, aujourd'hui, ne vit quand même pas très bien, en tout cas pour une bonne partie d'entre elles. Voilà, et puis je vous ai mis un étudiant sur 5 qui exerce une activité professionnelle. Alors on a tous travaillé pendant nos études, etc. Simplement, aujourd'hui, ça prend une ampleur considérable, puisque, ça vous n'arrivez pas à le lire, et même moi j'ai du mal, voilà, pour les étudiants travaillant plus de 16 heures par semaine. Hein, on ne parle pas de ceux qui travaillent juste pour faire du babysitting entre 20 et 23 heures. On parle de 16 heures par semaine. Et on a un effet sur le taux de réussite aux examens, 38% pour ceux qui bossent, 58% pour ceux qui ne bossent pas. Voilà, il y a 20 points d'écart. Voilà. Du coup, voilà, effectivement, on a quand même une génération un peu inquiète. Alors, c'est peut-être une caractéristique de cet état de la vie, mais on a quand même une génération qui est extrêmement inquiète sur cette capacité à se loger ou en tout cas à se comparer avec ce qui se passait du temps de leurs parents. Et donc ça, vous en prendrez connaissance dans le document que je laisserai, bien sûr, mais du coup, quand même, une des principales conséquence de cette difficulté à se loger, elle est sur l'emploi. Le dernier document que je n'ai pas cité, qui sera également dans les sources, c'est une étude qui a été faite par le CREDOC en lien avec le MEDEF sur le lien logement-emploi. Un chiffre, donc l'étude elle est sortie en 2011, donc entre 2006 et 2011, on a 500 000 personnes qui ont indiqué avoir refusé un emploi parce que ça ne rentrait pas dans le budget logement nécessaire à l'acceptation. Mobilité, rapprochement, etc. Donc aujourd'hui, on a une vraie difficulté. Ce chiffre, il augmente, bien entendu, pour les jeunes professionnels notamment. Donc on a un vrai souci sur accès au logement et accès à l'emploi. Et si on ne traite pas les deux en même temps, on ne va pas y arriver, enfin, vraiment, c'est-à-dire y compris aujourd'hui, mais ça vous le savez pour tous ceux qui sont plutôt sur le milieu jeune professionnel, être apprenti aujourd'hui, trouver un logement dans le cadre de ce type d'apprentissage relève d'une complexité incroyable, surtout quand vous avez dissociation entre le lieu d'apprentissage et le lieu d'expérimentation. Et aujourd'hui, à part les foyers de jeunes travailleurs et quelques résidences qui se développent, on n'a pas d'offres qui répondent à ça. Les foyers de jeunes travailleurs en France, il y a 40 000 places. Hein. C'est juste. Voilà, et il y a 170 000 places CROUS, logements étudiants sociaux. Voilà. Donc on a 210 000 places plutôt aidées, plutôt à bas coût, sur des dispositifs vraiment adaptés à une partie de la jeunesse. Voilà, ça c'était pour le. Comment tu avais dit ? État des lieux. Problématique. Problématique, du coup, moi j'ai juste une page, et puis ensuite, oui c'est bon, j'aurais laissé du temps pour qu'on puisse échanger sur comment on peut un peu avancer. Qui sont mes convictions, pour certains d'entre vous qui seront des lapalissades, des évidences, peu importe, mais au moins je vous les livre. Premier élément, bien sûr, il faut qu'on produise. Qu'on produise. Sauf qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, parce que là où on doit produire, le foncier est extrêmement cher, et que ce qu'on est en train de produire ne répond pas aux besoins des populations à loger. Donc on va avoir un vrai problème. Une fois qu'on aura épuisé toute la capacité des investisseurs
à se positionner sur des produits logements, on va se retrouver avec une difficulté à produire un logement adapté. Donc ça veut dire, et ça me permet de parler 2 secondes de l'expérience que Nathalie évoquait, que pour l'Église, moi je pense qu'effectivement la question du foncier, de son devenir, ou en tout cas du patrimoine, de son devenir et de sa transformation, c'est une vraie question. Puisque le thème c'est ça, une question citoyenne pour... je ne suis pas du tout de ceux qui pensent et qui diffusent le mythe d'une Église patrimonialement très riche, etc., etc. Bien sûr. Pour autant, il y a quelques marges de manœuvre. On l'a expérimenté, nous, très modestement, à Villeurbanne, il y a maintenant 7-8 ans, pour le diocèse de Lyon. On a fait une espèce d'étude immobilière, on va le dire comme ça. À l'époque, moi, j'étais consultant dans une boîte qui faisait du diagnostic patrimonial pour les bailleurs sociaux. Donc, je leur disais combien ils ont de logements, combien ils doivent en démolir, en réhabiliter, où est-ce qu'ils ont de la possibilité de construction, qu'est-ce qu'ils doivent... Voilà, une espèce de stratégie patrimoniale. Et on a eu l'idée de proposer avec un autre consultant d'appliquer ça au patrimoine d'une partie du diocèse de Lyon, donc sur la ville de Villeurbanne. Donc, on a fait un diagnostic, on a identifié les taux d'utilisation, les lieux, les localisations, combien ça pouvait valoir, etc. Et à un moment, on a proposé au cardinal Barbarin un certain nombre d'arbitrages de plusieurs types, vente d'un certain nombre de biens, investissement sur d'autres biens au service d'une pastorale redéfinie, et puis éventuellement également modification d'usage. En gros, là, on a commencé à mettre en œuvre ces éléments de préconisation. Ça conduit à vendre 2 églises. Alors, ne vous inquiétez pas, il y en a une qui devient un centre d'hébergement d'urgence, enfin, en tout cas, dans la vocation. Et il y a un autre projet qui est vendu à Habitat Humanisme au Père de Verre et dans lequel il y a un programme mixte, neuf, classique, promotion privée, et puis logement intergénérationnel, un peu de type Baba Yaga, vous savez, pour des personnes âgées qui souhaitent vivre, non pas dans une colocation, mais dans quelque chose avec un peu de service. Donc on vend ces 2 églises, une sous la forme d'un bail amphithéotique, c'est-à-dire que du coup l'église n'insulte pas l'avenir. Dans 99 ans, elle sera encore là, donc elle récupérera le foncier. Donc ça rassure généralement les économes diocésains. J'ai compris qu'il y en avait quelques-uns. Voilà. Une autre, je ne sais pas encore, celle pour Bernard Devers, je ne sais pas comment ça va se traduire. Et puis 2 autres bâtiments qui sont vendus. La contrepartie de ça, c'est réinjecter 1,5 million sur le doyenné, donc sur la ville de Villeurbanne au service de la pastorale, et le reste est réinjecté au niveau du diocèse pour financer un certain nombre d'autres projets. Ça a été expérimenté en 2000, je ne sais plus, tu étais venu une fois, 4-5 ans, et depuis, le diocèse le fait sur tous ses doyennés et progressivement pour définir ce qu'il garde, ce qu'il vend, etc. Voilà. Alors c'est dur, hein. Enfin, c'est des moments de grande tension pastorale et de communauté. Quand vous devez choisir quelle église on démolit, etc., c'est jamais des choses évidentes. Mais bon, je crois qu'à un moment, il faut qu'on en passe par là. Donc ça veut dire qu'à un moment, vous avez aussi la possibilité, par ce travail-là, de redéfinir la vocation d'un certain nombre d'espaces. Et sachant, j'ai oublié de le dire, mais ce qui avait conduit à tout ça, c'était qu'il y avait un prêtre qui avait commencé à transformer des appartes, enfin des lieux qui n'avaient pas de vocation, en appart pour des jeunes étudiants, mais il bricolait dans son coin, et à un moment on s'est dit, bon, il faut qu'on arrête parce qu'on est en train de mettre 100 000 ici, 50 000 là, mais on ne sait pas ce que ça va devenir, donc c'est à partir de là qu'on s'est dit avec ce prêtre qu'il fallait qu'on ait une vraie stratégie sur où est-ce qu'on mettait du logement étudiant, où est-ce qu'on vendait, voilà. Deuxième élément, ça va assez bien avec les actes des apôtres, on a une politique coercitive sur les loyers du privé. Voilà, je suis désolé, je ne suis pas non plus un gauchiste de première, mais il y a un moment, il faut qu'on arrête. On ne va pas y arriver. Si on ne dit pas que sur la question des loyers, il faut qu'on pose un certain nombre de règles, on ne va pas s'en sortir. Parce que tant qu'on continuera à avoir des loyers qui sont extrêmement libres, on continuera à avoir des investisseurs qui s'y retrouvent avec des taux de marge à 7 ou 8%, et donc ils continueront à investir sur des prix d'immobilier qui grimpent, et on n'arrivera pas à faire baisser le foncier. Donc je ne suis pas pour la collectivisation des biens, mais je pense quand même qu'on peut dire que sur la question des loyers, on fait un peu attention. C'est ce qu'a essayé de faire la loi Allure. On va voir comment les décrets d'application vont permettre cette régulation des loyers, puisqu'elle dit que sur les zones tendues, on ne pourra pas dépasser de 20 à 30% au-dessus d'éléments qui seront communiqués par les notaires. Mais voilà. Et deuxième élément, on produit, ça je parle pour ma chapelle,
du logement social à un prix abordable. Aujourd'hui, le logement social que je suis en train de produire, il ne répond pas à la question des jeunes, il ne répond pas à la question des pauvres. On va se le dire tranquillement. On sort du logement sur une agglomération comme celle de Lyon aux alentours de 6,50 € du mètre carré. Ça ne répond pas à une grande partie de la population la plus fragile de notre pays. Donc il y a un moment, il faut qu'on se repose la question de combien coûte le logement qu'on produit. Peut-être que 6,50 € ça ne vous parle pas, mais le parc ancien, celui produit dans les années 70, aujourd'hui on le loue à 4 € du mètre carré. Donc on a 2,50 € de plus qui n'est pas solvabilisé par l'APL, d'abord parce qu'il y a des ménages qui n'en ont pas, et deuxièmement parce que l'APL, si vous avez suivi, le barème il est gelé, en tout cas il évolue très faiblement depuis un certain nombre d'années. Donc 2 éléments, on regarde ce qu'on peut faire et comment on peut œuvrer pour que cette régulation des loyers existe, et deuxième élément, on est vigilant à ce que le logement social qui sort dans les 10 ans qui viennent, il est sur un prix abordable pour les ménages. Troisième élément, je crois, mais ça c'est toujours des phénomènes un peu contracycliques, qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on a dit les résidences sociales, les foyers de jeunes travailleurs et tout ça, c'est has-been, c'est dépassé, les gens ils veulent juste vivre tout seuls dans leur logement, ils veulent de l'autonomie, ils veulent du logement de droit commun. C'est faux. Quand je dis c'est faux, l'AFEV, Association Fondation des étudiants pour la ville, a fait un sondage il y a 3 ans sur la question du souhait des jeunes. Il y a une très grande demande, près d'un tiers d'entre eux, qui souhaitent vivre avec d'autres jeunes à proximité. Colloques, autres formes, mais il y a une vraie aspiration. Ce n'est pas un choix par défaut. Or, ces FJT, ces résidences et tout ça, fin des années 90, on a dit que c'était plus du tout, ces chambres et tout ça, ça servait à rien, qu'il fallait chacun ait son petit studio de 16 mètres carrés, etc. Simplement, une chambre à 9 mètres carrés avec des espaces communs partagés et un studio à 16 mètres carrés en centre-ville, bah, vous faites l'équation comme moi. Enfin, voilà. Donc, à un moment, il faut qu'on sache un peu ce qu'on veut et qu'on adapte la production. Peut-être qu'on peut repenser un peu les projets éducatifs, par contre, de ces espaces-là, et que le tout faire ensemble tout le temps, etc., certainement que ça ne correspondait pas aux souhaits des jeunes ménages. Voilà, mais je pense qu'on a intérêt à revisiter les projets, foyers de jeunes travailleurs, résidences jeunes ou autres. Quatrième point, c'est en lien un peu avec les loyers, mais, et alors là, c'est plutôt une invitation à cette instance, mais on n'arrivera pas à régler la question de la crise du logement si on continue à laisser penser que le logement, c'est un bien marchand comme les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'alpha et l'oméga de toute notre stratégie individuelle. Moi, le premier, pour ma retraite, etc., j'ai investi, j'ai des apparts, mais simplement parce qu'on n'a pas trouvé d'autres contrats collectifs sur lesquels on se met d'accord. Mais du coup, on fait porter au logement toutes les stratégies individuelles d'investissement, de sécurisation financière. Et donc, on en fait un bien extrêmement marchand et absolument pas réglementé. Il y a d'autres pays européens qui ont fait des choix de dire que ce bien-là n'était pas un bien comme les autres, et ce n'est pas les plus gauchistes. L'Allemagne fait ça depuis très longtemps, les pays nordiques également. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on fasse advenir cette idée. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à régler la question du logement si on continue à dire que c'est un bien sur lequel on peut spéculer et s'enrichir, ou que c'est un bien sur lequel on fait peser la sécurisation des retraites de tous ceux qui en ont les moyens. Puisque aujourd'hui, cette question de la propriété, dans le sondage, je ne vous ai pas mis tous les chiffres, là, mais pour Guy Hockey, ce que les jeunes avancent en premier, eux, ils ont déjà bien intégré le truc. C'est pas la question d'être propriétaire, c'est parce que ça sécurise. Ça sécurise votre vie, le fait d'avoir un bien, c'est l'espèce de bouée de secours dans un truc complètement incertain. Voilà. Donc si on n'a pas des contreparties à cette vision extrêmement risquée du contrat social qu'on propose, on va continuer à faire porter au logement ces stratégies de sécurité et on va continuer à faire augmenter les prix parce que de toute façon, tant qu'on n'aura pas rattrapé le déficit d'offres, on va continuer à faire monter les prix. Voilà. On développe les formes alternatives, mais ça c'est l'objet de cet après-midi. Mais l'avantage, et puis je ne voudrais pas intervenir sur la présentation qui va suivre, mais l'avantage du moment qu'on vit, c'est que c'est tellement le bordel, excusez-moi l'expression, que ça nous oblige à inventer. Voilà, donc tant mieux. Au moins, servons-nous de cette injonction
de toute façon vitale pour revisiter ce qu'on a fait jusqu'à présent sur la question du logement, et notamment du logement pour les jeunes. Et quand Nathalie parlait tout à l'heure des colocations à projet, nous on fait avec S-Métropole Habitat des CAPS, des colocations à projet solidaire. Voilà, c'est quelque chose qui se fait depuis 40 ans en Belgique. Vous allez à la cité universitaire de Louvain, vous avez 50 colocations à projet solidaire, donc qui logent plus de 300 étudiants, et chacune de ces colocations à projet solidaire a un projet au service de la communauté ville de Louvain, que ce soit l'astronomie pour les enfants, que ce soit la musique, etc. Voilà, donc ça marche beaucoup. Donc je pense que c'est aussi un moment où on peut réinventer des formes alternatives de vivre ensemble, ou en tout cas d'une manière un peu différente pour cette population jeune. Et enfin, dernier élément, et j'en finirai là-dessus, notre politique du logement aujourd'hui est une aberration dans sa structuration des produits. C'est-à-dire que ça fait maintenant plus de 30 ans que pour chaque population, avec sa difficulté particulière, on construit des boîtes adaptées plus ou moins à la difficulté qu'elle rencontre. Ah, il y a un problème sur les femmes seules battues avec enfants en bas âge, donc on va construire une maison pour ça. Ah, il y a un problème pour les jeunes qui ont perdu les aides de l'aide sociale à l'enfance, mais qui sont encore sous mesure de tutelle, on va construire un truc pour ça. Donc on construit des boîtes, et ensuite on construit des filières pour attribuer les boîtes, mais par segment. Donc ça veut dire que si vous avez la malchance d'être sur la frontière entre deux trucs, ou de cumuler deux trucs, c'est infernal. Donc, ça avance. Aujourd'hui, il a été mis en place un truc très techno que personne ne comprend, mais quand même qui est une vraie évolution, qui s'appelle les systèmes d'information, d'orientation et d'attribution. Donc, dans chaque ville ou département, vous avez un endroit où vous êtes demandeur en situation de difficulté. Au moins, vous êtes enregistré au même endroit. Donc, on a commencé à organiser l'endroit où on enregistre la demande, mais par contre, la sortie, elle continue à être saucissonnée. C'est-à-dire, vous êtes étudiant, vous allez dans le parc étudiant. Étudiant pauvre, on ne sait pas très bien faire. Vous êtes jeune travailleur, vous allez dans le parc des FJT, vous êtes sans domicile, il faut d'abord passer par l'hébergement parce que passer directement au logement, notre pays ne sait pas faire. Tous les pays du Nord ont mis en place ce qu'on appelle le housing first, c'est-à-dire passer de la rue au logement. Tous disent que les effets d'insertion sont 3 à 4 fois plus positifs. Il y a des difficultés, bien sûr, mais que nos systèmes en escalier où nous, on dit, tu es à la rue, tu commences d'abord par aller à l'Armée du Salut, au foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Ensuite, si tu es bien sage, pendant 4-5 jours, on regarde pour te trouver un foyer. Si pendant 2 ans, ça se passe bien dans le foyer, voilà, c'est des trucs infernaux. Je ne suis pas caricatural, parce que là-dessus, ça fait 13 ans que je bosse sur ces questions, donc je vous assure que vraiment, ça commence à me gonfler. Je le dis tranquillement, mais parce que derrière, au quotidien, c'est 13 000 personnes sur notre agglomération qui sont confrontées à ces difficultés. Donc, à un moment, on peut sourire, vous avez vu, mais des fois, il faut être un petit peu sérieux. Donc, il y a vraiment besoin qu'à un moment, on ait une filière d'enregistrement et derrière des produits qui soient capables de s'adapter et de mixer les publics. On est en train de refaire des résidences que pour les étudiants d'un côté et des résidences que pour les jeunes travailleurs. C'est une aberration aujourd'hui, d'autant qu'on est en train de développer la filière apprentissage et qu'on a plutôt besoin de mixer les choses. Donc pourquoi on ne développe pas des produits plutôt jeunes, tout simplement, dans lesquels on propose, quel que soit votre statut, d'accéder à un logement, dans lesquels on développe du service associé, éventuellement on s'appuie sur les travailleurs sociaux du foyer de travailleurs migrants qui est juste à 3 rues d'après quand un des jeunes a une difficulté, mais on n'est pas obligé d'avoir forcément toujours des travailleurs sociaux. Voilà, donc on a un vrai travail de réinvention de la filière logement, notamment celle jeune et isolée, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on lui propose, c'est extrêmement segmenté et ça rend très compliqué les parcours et cette fameuse mobilité et fluidité que j'évoquais tout à l'heure. Voilà pour les éléments que je souhaitais partager avec vous ce matin. Un grand merci Cédric, parce que je crois que ça nous ouvre vraiment très largement. Et c'est vrai que voilà, selon d'où on arrive, on a une vision, mais à chaque fois dans ces journées, on prend vraiment conscience qu'on est sur une problématique sociale extrêmement forte. Voilà, et cette invitation aussi à inventer, à prendre notre part de toute cette recherche actuelle dans un contexte extrêmement complexe et tendu, comme tu nous l'as dit, voilà, nous fait prendre conscience aussi des enjeux.
Alors, je vous invite on a 10 minutes, un quart d'heure de questions, donc à pouvoir réagir, poser des questions, aller plus loin sur tel ou tel aspect. Juste, j'ouvre les questions. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques dans quelques autres pays européens qui pourraient nous inspirer? Puisque bientôt nous allons en être question de l'Europe. Sur la question des jeunes en particulier. Ouais. Logement, sincèrement, parce que je pense qu'on est vraiment face à un problème macroéconomique extrêmement important et que si on continue à bricoler, il faut le faire parce que dans les solutions intermédiaires et transitoires, il faut qu'on continue tous à bricoler et à faire des choses bien pour les gens parce que on ne peut pas être que sur une vision à 10 ans. Mais sincèrement, cette question traitée par l'Allemagne depuis plus de 20 ans sur la question du foncier, du prix du foncier, de la régulation du prix du foncier, de la régulation des loyers, c'est ce qui fait que l'Allemagne, aujourd'hui, n'est pas confrontée à la même crise du logement que nous, vraiment. Deuxième élément, dans les expérimentations, il y a beaucoup de pays européens qui sont allés sur ces formes de colocation et qui ont développé ça. Alors, généralement, quand je parle de colocation, dans mon secteur d'activité, tout le monde me dit « Ouais, mais c'est des choix de seconde zone, c'est pour les pauvres, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un logement, etc. » Moi, j'y crois moyennement et je pense que ces questions de colocation, ça reproduit aussi des effets de solidarité dans un moment de société où les jeunes étudiants ou jeunes professionnels sont quand même extrêmement confrontés à l'isolement et que avoir des solidarités d'entourage, pas énormes, enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de faire des trucs tous les jours, tous les matins, enfin, certains peuvent le faire, hein, mais la vie communautaire, je n'ai pas de souci avec ça, c'est pas mon truc. Mais en tout cas, c'est pas ce que je parle en parlant de colocation, mais il y a ces besoins-là. Après, il y a plein de pays européens qui ont fait pire que nous, hein, donc il faut aussi qu'on se rassure. L'Angleterre, il y a 20 ans, a vendu 75% de ses logements sociaux pour permettre, dans une idée... alors je ne sais pas si c'était noble et généreux, en tout cas il n'y avait plus de sous, mais en disant il faut rendre les gens propriétaires parce que c'est vraiment la source à tous nos problèmes. Donc on a vendu 75% du parc aux personnes en place. Aujourd'hui ils sont confrontés à une crise sans précédent de l'accès au logement puisque plus personne peut se payer un logement en Angleterre et que... nous, on dit c'est 7-8 ans d'attente, mais je veux dire, trouver un logement social à Londres, c'est même pas la peine d'y penser si vous n'êtes pas à la rue. Parce qu'ils ont quand même l'avantage de prendre en charge, ils sont assez pragmatiques. Hein, c'est-à-dire, ils prennent en charge les très très pauvres, ceux qui sont à la rue, et ils prennent en charge les key workers, c'est-à-dire ceux qui ont un travail utile à la ville de Londres. Instit, flic, boulanger, pâtissier, voilà. Pour les autres, c'est ailleurs, quoi. Enfin, voilà. Donc, après, c'est un peu brutal, mais voilà. Mais hormis ces deux catégories, c'est compliqué de trouver des logements à Londres. Voilà très rapidement au niveau européen. Mais il y a plein d'autres choses, hein, mais... Oui, donc vous appuyez sur le... Oui, j'ai entendu des gens qui disent que l'APL, en fait, provoque l'augmentation des prix du logement. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là ? C'est vrai et c'est faux. La principale critique qu'on peut faire à l'APL, c'est notamment sur le logement des jeunes et sur le logement des jeunes étudiants. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit généralisée à tous les étudiants, elle solvabilise très bien les studios pour les ménages qui y ont droit. Et donc, du coup, ça fait que les investisseurs, ils se sont mis au taquet des possibilités de loyer et qu'un studio aujourd'hui à Lyon de 16 mètres carrés, on va être à peu près à 450, 470 € parce que l'APL va suffisamment solvabiliser pour que ça soit acceptable pour les familles à haut revenu puisque ça va vous laisser à charge pour le jeune aux alentours de 250 €, 300, ce qui est complètement absorbable par les familles aisées qui ont besoin de loger des étudiants. Donc c'est vrai sur cette partie-là. Ensuite, sur la production de logement social, c'est faux. C'est-à-dire, parce que de toute façon, nos plafonds sont plafonnés. Nos loyers sont plafonnés, donc on ne peut pas les mettre au-dessus d'un certain prix. Donc sur une partie de l'offre, effectivement, ça a eu cet effet induit. Sur une autre partie, c'est pas vrai aujourd'hui. Rennes. Bonjour. En page 9 ou 10, il y avait un tableau de comparaison d'impression, un peu avant, pardon. Ah. Encore avant. Ça doit être les impressions, là, qui trouvent qu'ils sont mal logés. Je ne sais plus lequel c'est. Voilà. Bon. Ils sont mal logés. Oui, on disait que les études... C'est ça, voilà. Oui. Alors, est-ce que
c'est la réalité. Alors, toute réalité subjective a une part de réalité. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est une réalité? Vous comprenez, je veux dire? Oui, je comprends bien ce que vous voulez dire. Sur logement. Moi, à Rennes, je suis perplexe en voyant ça, voilà, parce que la mairie vient de refaire tous ses logements, les Crous, tout a été refait, voilà. Mais Rennes, c'est le village gaulois du logement en France. Ah bon? Oui. Non, mais sincèrement. C'est Rennes. Celte. Ce que vous voulez, mais je ne devrais pas rentrer dans ces considérations. Rennes, depuis les années 70, a une politique alors eux en l'occurrence quasiment, de collectivisation du foncier. C'est-à-dire que Rennes, depuis les années 70, achète, régule le foncier et régule les loyers. Donc oui, Rennes est un truc complètement en dehors de tous nos radars en termes de politique de l'habitat, je le dis sans caricature, parce qu'il y a une politique extrêmement coercitive et volontariste. Mais discuter avec les promoteurs de Rennes, y compris avec les bailleurs sociaux, ils trouvent que c'est un peu dur. Hein. Mais par contre, oui, bien sûr, ils ont acheté tous les terrains depuis 40 ans, ils maîtrisent tout le foncier, donc ils gèrent les prix, ils disent aux promoteurs, voilà à combien tu vas louer ce que tu produis, aux bailleurs sociaux, voilà à combien tu vas louer. Donc voilà, mais j'ai pas mieux. Par contre, ce n'est pas des impressions. Oui. Sur la question logement trop petit, la loi elle définit ce qui est trop petit. Entre le nombre d'occupants et le nombre de pièces, il y a plus 2, moins 2. La question du difficulté à chauffer, je n'ai pas repris la construction des stades de la Fondation Abbé Pierre, mais c'est toujours extrêmement précis. On est sur des questions de taux d'effort et de capacité à régler les factures. Donc on n'est pas sur des impressions, on est sur des constats réalisés à partir de bases de données. La Fondation Abbé Pierre, c'est ceux qui sortent les meilleurs chiffres sur l'habitat, mieux que ceux du logement social, à ma grande honte et à mon grand agacement. Mais c'est vraiment, moi, c'est le seul truc que je lis annuellement si on veut avoir des bonnes données sur la question du mal logement en France. Tous les autres trucs aujourd'hui. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles je m'appuie assez fortement. Et si vous prenez le rapport du Conseil économique et social, la moitié des chiffres viennent du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Alors, Cédric, vous avez dit qu'il fallait... localement, il y a des projets qui vous semblent intéressants? Ah oui, pour les jeunes, moi sincèrement, ces questions de colocation à projet, je pense que c'est vraiment une piste extrêmement comment c'était, féconde tout à l'heure l'expression. Voilà, parce que alors il y a plein de manières qui sont proposées. Je sais que pour l'Église, il y a des engagements un peu de vie communautaire, mais à côté aussi d'engagement dans tous les mouvements de pastoral, qu'ils soient jeunes ou autres. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un élément important. Et le deuxième, c'est si vous dites que la question du logement, vous avez l'impression d'en avoir une responsabilité partagée, vraiment, le fait de diagnostiquer votre immobilier, son utilisation et son devenir, ça me paraît quand même le deuxième élément à développer. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas vous faire le procès d'intention. Quand je dis vous, c'est l'Église, d'une manière. On ne peut pas nous, mais c'est un peu plus compliqué. En plus, il m'a dit que je t'ai filmé. Donc, on ne peut pas faire le procès d'intention à l'Église de ne pas mettre à disposition ces biens immobiliers pour l'urgence, etc. Dans toutes les villes, pour les plans froids, les églises mettent à disposition des biens. Par contre, on peut dire que tout ça n'est pas toujours très pensé, très stratégique, c'est un peu toujours au dernier moment, et puis on dit, ah bah tiens, là on a un vieux truc, on va vous le laisser, c'est dans des conditions de sécurité qui ne sont pas toujours optimum. Voilà, et peut-être pour partager un dernier truc, ce que je vois, alors c'est plutôt une expérience de paroissien, c'est que je vois que les paroissiens sont toujours très sensibles à cette question de l'urgence et de l'hébergement. Et qu'on est super vite tenté de se dire, tiens, là, j'ai une salle de caté qui sert qu'une fois par semaine, donc je vais mettre une petite famille avec 2 enfants de Rome, c'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, quoi. Et je pense qu'on devrait accomplir notre mission, je dirais, de responsabilité citoyenne d'Église en ayant une vision quand même un peu plus stabilisée que celle de se dire, je réagis, il faut le faire, hein, c'est compliqué, hein, mais uniquement sur le coup de l'émotion de la famille machin qui est venue frapper à la porte, parce que pour celle-ci accueillie, vous n'en accueillerez pas 35 autres, alors que la démarche qu'on a fait par exemple sur Villeurbanne, derrière, c'est 90 personnes accueillies à l'année dans un centre d'hébergement d'urgence qu'on confie à une assoce dont c'est vraiment le métier, parce que les paroissiens, c'est pas leur métier, hein, de gérer des familles de Rome. Elles le font très bien avec beaucoup de cœur, et voilà, mais c'est quand même pas tout à fait le métier. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on bricole, mais qu'en parallèle, on se dise que ces éléments de patrimoine qu'on gère, ça nous oblige un petit peu à bien vérifier qu'on les utilise tous correctement
c'était comment, à partager les biens qu'ils avaient en commun et à redistribuer à chacun en fonction de leurs besoins. Enfin voilà, qu'on vérifie qu'on est bien là-dessus. Alors, une dernière question, puis après... Oui, je viens de Paris. Vous avez évoqué rapidement un des principaux obstacles au logement des jeunes, qui est l'importance des garanties demandées par les propriétaires ou les bailleurs. On a vu qu'il y a eu des tentatives pour contourner ces difficultés qui marchent plus ou moins. Est-ce que vous connaissez des exemples ou des idées qui ont fonctionné pour contourner ce problème-là ? Alors, logement social, foyer de jeunes travailleurs, Crous, il n'y a pas de garantie. Enfin, déjà, hein, quand même. Non, mais voilà. Pour autant, j'ai dit tout à l'heure, 53% des jeunes sont logés dans le privé. Donc, voilà. Enfin, on attend tous de voir ce que va produire la garantie universelle des loyers. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas d'autre réponse à ça. La loi, elle est passée, elle est votée, elle s'applique à tous les loyers du privé. Les décrets sont en place. Donc, hormis cette expérience, il n'y avait rien jusqu'à présent. Il y avait ce qu'on appelle le locapass, mais qui était extrêmement compliqué, ça ne fonctionnait pas et tout ça. Voilà, donc hormis, attendons de voir ce que donne la garantie universelle des loyers. Il fallait quand même la sortir. Enfin, sincèrement, c'était quand même pas simple d'arriver à faire passer la loi. Regardons avec les décrets d'application ce que ça va produire au quotidien. Peut-être que ça va quand même simplifier les choses. Après, au-delà de cette garantie universelle, ça n'empêchera pas, de toute façon, les agences immobilières de sélectionner au plus haut revenu. Hein, parce que ça, pour l'instant, il n'y a pas encore de loi là-dessus. Donc, voilà. Mais au moins, on va dire, pour une bonne partie de la profession qui est plutôt honnête, ça permettra de garantir l'accès à des ménages qui, jusqu'à présent, ne l'avaient pas, parce qu'ils n'étaient pas capables de sortir les 3 ou 4 mois de loyer de garantie dans les revenus qu'ils présentaient, quoi. Mais à part la garantie universelle des loyers, je n'ai pas de réponse à votre question. C'est une question peut-être des gestionnaires. Il y a des économes diocésains, il y a toutes sortes de gens qui gèrent des foyers. C'est à prendre avec précaution parce qu'on voit encore des incendies dans des logements, peut-être dans des foyers, donc il faut être très précautionneux là-dessus. Mais entre le bricolage et parfois une réglementation ressentie comme hyper envahissante ou inflationniste, mais c'est là que je prends des précautions, hein, parce qu'il ne faut pas rigoler avec l'incendie, avec tout ça. Mais est-ce qu'il y a quand même une problématique? Est-ce qu'il n'y a pas des effets de balancier d'un trop-plein de réglementation? Je ne sais pas, je m'interroge. Hein. On l'entend en tout cas. Nous, on est dans une profession qui avons un peu de mal à développer ce type d'argument parce qu'ensuite, on nous dit qu'on fait du logement au rabais. Donc on n'a pas de parole publique forte là-dessus. Et en tout cas, quand on l'a, on est très prudent. On peut se dire deux choses. On peut se dire qu'aujourd'hui, les normes qui nous coûtent le plus dans la production ou dans les réhabilitations ambitieuses, c'est l'accessibilité handicap. Donc après, c'est quel est notre projet de société. Mais après, voilà. Mais aujourd'hui, il y a un double élément. Hein. C'est un élément, c'est que en gros, vous construisez des appartes où, excusez-moi l'expression, les chiottes font à peu près 7 à 8 mètres carrés et les cuisines en font à peine plus, 9, parce qu'il faut pouvoir, dans tous les appartements, tourner en fauteuil dans les toilettes. Bon, voilà. On est à peu près sur 10 à 15% de surcoût dans le neuf sur les normes accessibilité handicapée, mais ensuite on en a plein d'autres, des normes sur les économies d'énergie, etc. Bon, ça c'est sur le neuf. Après, moi je suis quand même un peu sensible parce que, hélas, notre pays il a jamais beaucoup avancé sans qu'il y ait eu des espèces de normes un peu rouleau compresseur, et la question de l'accessibilité handicap, ça semble quand même quelque chose d'un peu important. Voilà. Après, est-ce qu'il faut le faire tout le temps, partout? Je n'ai pas la réponse, pour l'instant on ne va pas dans ce sens-là. Sur l'ancien, ouais, c'est d'une grande sensibilité sur la question de la sécurité. C'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure, sur les plans froids, il n'y a pas de normes. Hein. C'est-à-dire qu'on loge vraiment dans des conditions... Mais à mon avis, vous n'êtes pas dans un temps qui va faciliter le fait de se dégager des normes. Je pense parce qu'en fait, on a des systèmes de parapluie de responsabilité aujourd'hui qui sont tels que... Parce que nous, par exemple, la principale crise de la réhabilitation qui va arriver, là, c'est la crise de l'amiante. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les études de réhabilitation, ouais, c'est déjà, mais sauf que là, on va dans un mur budgétaire de plusieurs milliards d'euros auquel
personne ne sait comment faire face. Voilà, donc on va plus savoir comment réhabiliter les logements. Je ne parle pas du parc social, je parle de tout le parc des années 70. Voilà. Et là, on essaye, nous, de travailler politiquement un lobbying extrêmement fort parce que les enjeux sont considérables. On n'est entendu par personne. Enfin, c'est impossible, personne ne veut s'affranchir de ces normes sur l'amiante. Voilà. Donc c'est même pas que des normes de sécurité au sens incendie, etc. C'est ne serait-ce que ça. Si vous achetez un petit immeuble un peu sympa, vous commencez à vouloir le réhabiliter pour faire du logement pour des jeunes, vous diagnostiquez de l'amiante. Si vous n'avez pas fait un montage un peu sérieux au préalable, mais vous êtes fini. Enfin, c'est juste, c'est x3 à x4 les coûts de réhabilitation. Donc j'ai pas une réponse très satisfaisante à votre interrogation. Voilà, Cédric, vraiment, merci pour ton apport, ton éclairage. Voilà, puis aussi pour ton engagement, vraiment à la fois au service de la société, mais aussi ton regard et ton engagement aussi au service de l'Église dans ces problématiques, là où tu es. Cédric reste avec nous toute la journée, donc n'hésitez pas aussi à prolonger la conversation durant les pauses et tout à l'heure aussi. Donc on a maintenant un temps de pause, c'est ça, et peut-être Didier, tu nous dis pour la suite. Voilà, on se retrouve ici à 11h30, le commencement, donc on peut être là peut-être à 25. Vous le faites souvent dans les lieux où vous êtes. Voilà, on va essayer de pouvoir prendre calmement ce café et ces croissants, mais bienvenue dans un instant et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints tout au long de cette premier début de matinée.